monté de tête. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Paris avait revêtu ses plus beaux vêtements, cette demi-finale allée de Champions League, un match 5 étoiles contre Manchester City, les gars. On l'attendait ce match, tout était au diapason pour vivre une belle soirée. La première mi-temps était fabuleuse, on a vu encore un Marquinhos marqué dans un grand match. Et là, la deuxième mi-temps totalement incompréhensible, messieurs. Je sais pas par quoi commencer parce qu'il y a de la frustration, il y a des regrets et surtout, il y a un pied en dehors de la finale de la Ligue des Champions. Les gars, il va falloir qu'on en reparle. Avec moi, à mes côtés, Rafik et Nabs comme d'habitude. Et à chaud, les gars, je vais vous poser la question. Hein. C'est quoi votre ressenti après cette défaite à chaud? Je vais commencer par toi, Rafik. Je pense que tu dois être un petit peu agacé te connaissant après cette défaite. Oui, j'ai été agacé en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, j'étais agacé. En première mi-temps, j'étais frustré qu'on n'en mette pas un deuxième. Je sentais que si on mettait pas un deuxième, on aurait pu être puni derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Et après le match, les minutes qu'on suivait le match, en fait, je me suis dit que, avec du recul, je me suis dit qu'en vrai, City était vraiment meilleur que nous et que, malgré que ce soit 2 buts assez gag ou assez chanceux, c'est mérité pour eux et voilà, donc, maintenant, j'ai accepté. Tu trouves plus tes mots. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai accepté cette défaite. Hein. Maintenant, je suis plus frustré ni agacé. Ça l'était pendant le match, mais maintenant, en vrai, c'est mérité pour City. Toi, Nams, t'avais pronostiqué 2-1 pour Paris. Malheureusement, le score sera exact, mais à l'inverse. Et t'étais aussi serein que pour le Bayern. Là, les carottes sont pas encore cuites pour le PSG, mais ça va être très compliqué pour le match retour. Ouais, c'est sûr que ça va être très compliqué. On a manqué de caractère, on a manqué de personnalité. Je pense qu'en demi-finale de Ligue des Champions, on ne peut pas se permettre de faire de la gestion. Même d'essayer de faire de la gestion, c'est pas possible. 1-0 à domicile, tu peux pas essayer de défendre, de subir autant et de montrer un tel visage en deuxième mi-temps après avoir été aussi brillant en première mi-temps, c'est pas possible. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, ça nous promet un match d'anthologie mardi prochain. Peu importe le qualifié, peu importe le scénario, je pense qu'on aura un match d'anthologie parce qu'on devra attaquer à tout prix, on devra marquer des buts, pas un but, des buts, donc ça promet. Le scénario il sera différent des autres matchs déjà parce que le Paris Saint-Germain n'a pas remporté son match aller, le PSG au match retour sera dos au mur et sera obligé d'attaquer et de prendre des risques dès le début de match contrairement au match retour. On sait que le PSG à l'extérieur surtout en Ligue des Champions est meilleur limite qu'à domicile, donc ça va être un match retour haletant comme tu dis. Avant de parler de ce match retour, il y a eu le match aller, les compositions d'équipe. Hein. Au final, il n'y a pas eu tant de surprises que ça. Alors moi, il y a 2 choix, je vais revenir à vous les gars. 2 choix discutables. Dans un premier temps, Mitchell Bakker, même si on sait que Bernat n'est pas là, que Kurzawa, etc. Il y avait quand même Diallo qui avait montré des bonnes choses sur le côté gauche, donc il a mis Mitchell Bakker en face de Riyad Mahrez et Verratti en 10, alors qu'on sait qu'il a perdu 3 kilos après le Covid, alors qu'on sait que Neymar préfère jouer dans l'axe. Est-ce que ces choix-là vous ont choqué? Est-ce que vous avez accepté ces choix au début de match ou vous étiez pareil, un peu dubitatif par rapport à ça? Dubitatif. Dubitatif, j'ai fait exprès. Pour une banque aussi dubitatif que la vôtre. Exactement. Alors les auditeurs, hein, pour les fanatiques, hein, on est des gros suiveurs de H, hein, donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Mais par rapport au 11 de départ, est-ce que vous étiez choqué ou c'était normal pour vous de voir ça? Moi, c'est Verratti Moi, c'est Verratti un peu, perso. Pour moi, quand tu joues contre City, tu dois t'attendre au bout d'un moment à être dans ton camp, à ne plus pouvoir sortir le ballon, à ne plus pouvoir vraiment voir le camp adverse. Et pour moi, c'est là où il te faut quand même des joueurs qui arrivent à garder le ballon en situation de pression et surtout quand on est comme City qui arrive à très très bien quadriller le coin adverse une fois qu'ils ont perdu le ballon.
Et donc moi j'aurais voulu voir un peu plus bas, limite entre Gay et Paredes. Et en fait, deuxième mi-temps, il a servi à quoi Verratti une fois que City était dans notre camp? Même si il a servi à rien. On jouait à 10. C'était assez risqué hein, pour Pochettino. Et puis Nams, c'est un Michel Bakar côté gauche. T'aurais préféré voir Diallo ou Bakar? C'était un choix logique pour toi? Diallo, mais je pense que Diallo était un peu physiquement, il était pas au top, je crois, physiquement. Donc, Bakker a fait ce qu'il a pu. Hein. Bakker a joué avec ses armes. Il a fait ce qu'il a pu. Et je trouve qu'il n'a pas été vraiment aidé sur son côté par Neymar, qui, des fois, lui râlait après lui. Et c'était quand même... c'est un peu dommage, ça, de la part de Neymar, râler après Bakker, alors que lui-même n'a pas vraiment fait les efforts. Lui-même n'a pas été vraiment au niveau auquel on l'attendait. Donc c'est un peu... voilà, c'est pas le plus critiquable, je trouve, Bakker, sur ce match. Pour le début de match, les 15 premières minutes, elles étaient clairement parisiennes. Hein. Quand on a vu les premières actions au bout des premières minutes, Mbappé qui a servi Neymar, qui a frappé du gauche au bout de 2 minutes. Moi, je sais pas pour vous les gars, mais moi à ce moment-là, je me suis dit Paris commence bien. Paris n'a pas peur. Paris commence un match à domicile pour un match aller et le prend bien en fait. Donc là, tu voyais les automatismes qui répondaient présents. On voyait également Marquinhos qui arrivait bien à intercepter les incursions de De Bruyne. Tu voyais encore une fois Mbappé qui avait attaqué, mais Diaz l'avait bien repris. Mais voilà, on voyait Paris en jambes, etc. Il y a eu également le joli numéro de Neymar hein, avec sa belle frappe qui a été claquée par Ederson. Et là, clairement, quand Di Maria frappe et obtient son corner qui va tirer lui-même au bout de 15 minutes, Rafik, corner. Et franchement, moi, j'ai regardé le match. Et quand j'ai vu le but, alors je vais vous dire, messieurs, moi, j'ai regardé le match en streaming. Il y a eu un gros problème. J'ai dû le mater en streaming. Et quand il y a eu le but de Marquinhos, bah, en fait, j'ai vu un mec marquer de la tête, mais j'ai pas reconnu tout de suite c'était qui. Mais je me suis dit, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre que lui, en fait. Ça ne peut être que lui. Et Marquinhos, c'est vraiment... On a beau critiquer le Paris Saint-Germain, les choix, etc. Mais Marquinhos, sérieusement, à part Navas, il n'y a que Marquinhos qui mérite un respect éternel depuis quelques années, même si le PSG ne répond pas toujours présent, Rafik, parce que ça devient vraiment incroyable de répéter ce genre de prestations dans les grands matchs. Bah, Marquinhos, en vrai, dans les grands rendez-vous, c'est une constante. Hein. Le mec sait jouer les grands rendez-vous. Il sait être important quand il le faut. Et hier, bah, en fait, il place une tête, mais une tête qu'en fait, on a vu tellement de fois. On l'a vu tellement de fois, cette tête un peu décroisée. Et son match hier, il fait aussi un très bon match défensivement. Vraiment, Marquinhos, c'est vraiment le gars sûr. Hein. C'est un mec, on sait qu'il va répondre présent. On peut compter sur lui, vraiment. Marquinhos, Nams, on disait, il a repris le brassard de capitaine depuis le départ de Silva. En fait, Marquinhos, il a toujours été plus ou moins capitaine dans l'âme dans cette équipe avec ce qu'il influe et ce qu'il répercute depuis justement la perte de Silva. C'est ça, il a toujours été un leader. On va dire qu'à l'époque où Thiago Silva était présent, c'était plus un lieutenant. Plus un lieutenant, il apprenait auprès entre guillemets, du leader qui était Thiago Silva. Et là, justement, depuis qu'il est parti, depuis qu'il a le brassard, il prend ses responsabilités. Il démontre que c'est un leader. Il aime le PSG. Hein. Ça se voit qu'il aime vraiment le club depuis qu'il est là. Il se sent bien à Paris. Il se sent bien. Il aime le club. Les supporters l'aiment beaucoup. Les supporters l'apprécient beaucoup. Et à juste titre. Voilà, à juste titre. Et il nous le rend bien, je trouve. Il nous le rend bien. Et ouais, il est toujours là dans les moments importants, il est toujours présent. Et ça, il faut ce type de joueur. Toujours présent quand il faut être là, quand il faut aller au charbon. Il ne se cache jamais. Ça, c'est très important. Et c'est aussi la marque d'un leader. Être en première ligne. Que ce soit bon ou mauvais, être en première ligne, c'est important. Bien sûr. Et en plus, lui, il se cache pas. Pour un défenseur central, hein, il y a des défenseurs centraux qui des fois se cachent dans les rendez-vous. Ils ont peur un peu maintenant avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. T'as peur de te faire humilier dans un grand rendez-vous, et lui, malgré ça, il y va comme si ça n'existait pas, tout ça. Et j'ai bien aimé aussi son discours à la fin du match, où il dit clairement que si tu y crois pas, ne rentre même pas dans le quart, ne viens même pas en Angleterre, ça sert à rien. C'est ça. Non, c'est clair, c'est vraiment, il insuffle vraiment cette
ces zones positives en fait que le PSG a besoin, et surtout pour les échéances à venir, pour le match retour. Et pour revenir sur la suite du match, Paris continuait à bien jouer, était bien en place, à l'image encore sur corner, de la tête de Paredes qui passe juste à côté des buts à la demi-heure de jeu. Et là, à ce moment-là, Paris domine. On va dire que la possession de balle est plutôt équitable, mais Paris a plus d'occasions, clairement. Même si après Navas, étonnamment, il fait une mauvaise relance. J'étais un peu choqué de voir Navas faire une erreur comme ça. Ouais, le pressing, il a eu du mal face au pressing un peu de Bruyne et autres. C'est vrai qu'il avait l'air de perdre un peu ce jeu au pied, il avait l'air moins serein. Et c'est Paredes qui repousse sur sa ligne de manière acrobatique, parce que là, Paredes, il avait fait un bon début de match et c'était vraiment de bon augure pour la suite. Ensuite, cette occasion, je vais en venir à Nams, c'est à la 42e minute. Il y a eu une relance qui a été interceptée et qui est arrivée directement sur Foden, parce que là ça faisait une sorte de 3 contre 2 là, et Foden démarqué qui est dans la surface, mais il a totalement raté sa frappe, une frappe molle sur Navas. Là pour le coup, c'était une grosse alerte. Mais on sait qu'il a des soucis de finition, lui. Oh mais là c'est trop. Mais là il a tiré, il a pris la balle, je sais pas si vous avez remarqué, il a tiré comme si tu voulais faire une transversale. Il a fouetté la balle vers le bas pour faire une frappe coup de pied à bout portant. Enfin, sa technique de frappe, elle était. Il a beaucoup de mal devant le but. Après, est-ce que c'est parce qu'il a voulu contrôler le ballon? Parce que je pense que le retour, le tacle glissé de Gay lui met aussi la pression. Donc ici qu'ils ont acheté péché. Et je pense que peut-être il s'appuie plus sur la précision plutôt que la puissance. Oui, c'est donc vrai. Je pense que ça peut jouer et en fait il tire vraiment sur Navas, quoi. Il ne place pas sa frappe sur un côté. Et je pense qu'à ce niveau-là, à ce niveau de la compétition, ce type d'occasion, tu dois pas. C'est un raté, c'est clairement un raté. Tu peux pas te permettre de. Mais je vais pas vous mentir, je crois que c'est Kimpembe qui met une tête un peu bizarre dans la surface, qui arrive sur De Bruyne. Là, j'ai eu une petite frayeur. Quand il tente le geste, quand même, j'ai eu une petite frayeur parce que le ballon redescend un peu. Mais ouais, j'ai une petite frayeur quand même sur son geste. Là. En tout cas, Paris à la mi-temps mène 1-0. Score mérité, score logique au vu de la physionomie de la première mi-temps. Là pour le coup on n'a pas peur de le dire, Paris mérité. Moi à ce moment là j'étais serein, je me disais voilà, j'espère que Paris va remettre un deuxième. Là le but clairement c'était de pas encaisser de but, et même au cas où en mettre un deuxième par contre, parce que là Paris était sur un fauteuil. Et là quand tu vois la reprise de la mi-temps, donc pas de changement côté parisien, Neymar qui revient avec le bras bordé. Je sais pas, les premières minutes, moi j'ai commencé à voir City d'être de plus en plus entreprenant, et surtout Paris reculer et défendre dans ses 30 derniers mètres. Moi je sais pas si vous vous rappelez les gars, vers la 55e, tu voyais Di Maria s'arracher pour défendre. Je me suis dit là t'as maîtrisé ton match. Là ça commence à être compliqué. En tout cas il faut aussi dire que City est méritant, parce que City, c'est compliqué de les jouer 90 minutes. Le PSG, les 33 minutes ont une grosse intensité, mais le souci, c'est que le match dure 90 minutes, et je pense qu'on a, sur la fin de la première période et dès le début de la deuxième période, on n'avait plus ce jus pour être autant intense que les 30 premières minutes. Je pense que City n'a pas vraiment fait n'a pas fait vraiment de changement tactique ou où ils n'ont pas été plus intenses. C'est juste que on a un Paris qui n'avait plus le jus pour pouvoir embêter City, et City a commencé à mettre en place son jeu, a commencé à s'installer dans les 30 mètres du PSG, et une fois que City arrive à s'installer dans ces 30 mètres là, mais c'est compliqué, c'est un cauchemar de s'en sortir, parce que City, à la perte de ballon, ils défendent très très bien collectivement. Dès la perte de balle, ils se placent collectivement pour la récupérer dans les 5 secondes qui suivent, et on a plus vu le jour. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. On n'a plus vu le jour. Et toi, Nams, qu'est-ce que tu as vu justement des 15 premières minutes de la deuxième mi-temps? Parce que Pochettino n'avait pas l'air de changer grand-chose, mais tu voyais City prendre vraiment l'ascendant et vraiment tenter de construire pendant que Paris essayait de contrer. Mais le problème, c'est que Mbappé n'a pas touché beaucoup de ballons, on y reviendra. Mbappé n'a touché que 30 ballons lors de ce match, Nams, soit un ballon de moins que Ederson Moraes qui en a touché 31. Neymar, pareil, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Gay, qui récupérait beaucoup de ballons en première mi-temps, était de plus en plus dépassé. Et tu sentais que le surnombre sur les phases offensives placées pouvait vraiment faire mal au PSG, en fait. C'est ça. Je pense que deuxième mi-temps, pour moi, on ne peut pas parler de fraîcheur physique côté parisien, parce que même s'ils enchaînent les matchs, tout d'abord, je pense que les joueurs pros le disent souvent, quand tu enchaînes les victoires,
La victoire, tu la ressens beaucoup moins. Et ça crée une très bonne dynamique dans le groupe, physiquement, mentalement, ça crée une très bonne dynamique. Donc pour moi, c'est incompréhensible de faire une telle première mi-temps et de faire une telle deuxième mi-temps. Donc je pense que peut-être ils ont pris la deuxième mi-temps au pied levé. Donc ils se sont dit voilà, on va gérer, on va jouer en contre, on va jouer en contre. Sauf que City, c'est comme l'a dit Rafik, City c'est une équipe qui est très dangereuse, qui est très dangereuse dans les 30 derniers mètres, c'est un calvaire de défendre. Et justement, j'ai eu un peu l'impression de revoir le Paris Saint-Germain de ces dernières saisons où lorsqu'on déjoue, bah, il y a une certaine panique, une certaine frustration. Par exemple, le tacle de Gueye, pour moi, c'est de la frustration. Le ballon, tu cours après le ballon, mais tu arrives à l'avoir Ouais, aucune fois. on y reviendra pour le tacle, mais en tout cas dans l'absolu, je te rejoins entièrement. C'est vrai que il y a des gestes en fait qui ne trompent pas, et quand t'es un peu dépassé, tu fais des choses Ça. parfois un peu Neymar, irrationnelles. les Ouais, tacles, voilà, les c'est tacles. ça. Mais ça, c'est comme d'habitude de toute façon. Et là, je vais revenir au tournant du match, hein. Moi, clairement, pour moi, c'est à la 57e minute. Mbappé sur son côté droit, il n'a pas été beaucoup en vue, mais la fois où il s'est vraiment exprimé, il a fait sa spéciale passement de jambe, il a déposé Diaz, crochet Ah oui. extérieur. Ah oui, oui, Et là, oui. il centre. Et Verratti, Verratti. un peu comme vous vous rappelez de l'action au match retour contre le Bayern où Di Maria met crochet, il centre, et Neymar Neymar, il la rate. Il la rate. Et bah là, Ouais, c'était Ouais. Verratti qui la rate d'un crampon. Et là, c'est sûr que c'est le tournant du match, parce que là, je pense que tu marques contre le cours du jeu à ce moment-là. Paris, ça mène 2-0 et ça déroule. Et là, pour le coup, ça a donné de l'espoir à City, qui a enchaîné. On voyait de plus en plus d'espace. Et quand De Bruyne, clairement, est tout seul à la 64e minute, et qui tente son centre, et que personne ne coupe, et qu'au final qui rentre dans le but, parce que le centre de base n'est pas cadré, mais avec l'effet il rentre, bah, City égalise, et au final il y a beaucoup, enfin pour moi je vais vous laisser parler, messieurs, mais déjà dans un premier temps, De Bruyne ne doit pas être tout seul à ce point-là, et surtout Bakker se fait manger et n'arrive pas à tenir son vis-à-vis direct qui s'appelle Stones, et qui au final, Stones, comme il a coupé au deuxième poteau, bah Navas ne savait pas s'il devait sortir ou pas, et au final le ballon rentre dans le but. Et au final, c'est de la passivité qui a coûté cette égalisation. Je sais pas si vous partagez mon avis. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Mais sur la première image, sur la première, sur ce centre-là, j'ai l'impression que les gens ont eu tendance à dire que Navas aurait peut-être pu faire mieux. Mais sur ce type de centre, je pense que De Bruyne est le premier surpris de voir le ballon rentrer. Il met le ballon dans le paquet. Et c'est vrai que Stones, en faisant, c'est une sorte de feinte parce qu'il y va sans y aller. Donc Bakker le laisse. Ah, Déjà, mais il prend le Bakker laisse dessus. Ouais, mais Stones. attends, il prend le dessus quand même sur Bakker. On le voit qu'il le devance. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Il le défonce. Et je pense que ça, justement, ça joue sur Navas. Et j'ai l'impression que il y a un rebond déjà avant que le ballon arrive, rentre dans le but. Et je pense que quand il y a ce rebond-là, le ballon accélère un petit peu. Donc c'est vrai qu'à vitesse réelle, on peut se dire, Navas aurait pu faire mieux. Mais sauf que ce type de situation, je trouve que c'est très compliqué. Je trouve que c'est très compliqué à gérer. Et ça, je pense que par exemple, ce type de but, en demi-finale de Ligue des Champions, on ne doit pas se prendre ce type de but. On ne doit pas se prendre ce type de but. C'est Et pas possible. Pour toi, C'est pas possible. et pour toi, Rafik, excuse-moi, je te coupe, Nam, je voulais demander aussi à Rafik son avis sur le but. Mhm. Toi, pour toi, c'est qui le fautif? C'est la malchance? C'est qui? C'est Bakker? C'est Kimpembe? C'est Navas? C'est qui? Oui, c'est bon. Il y a certains coupables comme Baker. En fait, pour moi, je mets pas la faute sur Navas parce que en fait, il y a la dynamique de Manchester City depuis quelques minutes. Manchester City pousse sans avoir de réelle occasion, mais ça pousse. On sent que City est à deux doigts d'être très dangereux. Et en fait, dans cette dynamique-là, Navas sent que son équipe commence à plier. Du coup, sur un centre comme ça, il sent que ses défenseurs vont perdre des duels. Il le sent, donc pour moi, il est concentré sur le fait de faire un arrêt réflexe et du coup, personne touche le ballon et du coup, il est un peu surpris par ce ballon qui va au fond des filets. Donc, pour moi, c'est la punition de cette dynamique qu'imposait City. Et pour moi, le PSG à ce moment-là était acculé. Pour moi, pour moi, c'est peut-être un manque de caractère
pour moi, c'est un mélange de manque de caractère, de manque peut-être de Peut-être, personnalité peut-être, sur peut-être, peut-être cette période, mais peut-être- aussi, il y a aussi la fraîcheur physique. Et peut-être aussi pour moi, c'est un des deux. C'est les deux. il y a aussi peut-être de la suffisance, parce que peut-être que Paris se disait qu'à ce moment-là, voilà, ils géraient, etc. Et ils ont été pris de Perso, court. moi, j'ai pas trouvé Paris suffisant. Moi, Paris, perso, j'ai pas trouvé Paris suffisant en deuxième mi-temps. Vraiment, moi, en termes d'état d'esprit, Paris, je les ai pas trouvés suffisants. J'ai juste trouvé que City a maîtrisé et était beaucoup plus fort que le PSG en deuxième mi-temps. Pour moi, vraiment, je critique le PSG quand le PSG fait de la merde ou n'est pas là mentalement, mais pour moi, le deuxième mi-temps, c'est juste qu'ils sont tombés sur un City qui était trop fort, c'est tout. C'est vrai que City Pour- a haussé le ton sur. Enfin, sur trop la- fort. C'est peut-être pas vraiment. Ils ont pas vraiment été trop forts. Ils étaient juste beaucoup plus forts que le PSG C'est ça. en deuxième mi-temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas la fin des dégringolades côté parisien, parce qu'au final, Paredes va prendre un carton, Gay également pour un geste anti-jeu qui va amener un coup franc très bien placé, Mahrez qui chuchote à l'oreille de De Bruyne qui la sentait, et là c'est ce coup franc qui a fait mouche à la 76e minute, et le ballon qui est passé en plein mur entre Paredes et Kimpembe qui se sont recroquevillés un petit peu. Donc là clairement on ne doit pas prendre l'égalisation, mais on doit encore moins prendre ce deuxième but qui clairement montre une fébrilité à ce niveau-là, une incapacité à mettre son rempart, son corps. Moi, je sais pas, t'es en demi-finale, tu mets ton cou, tu mets tes couilles même. Enfin, tu t'as un ballon comme ça, tu ne t'écartes pas comme ça. Kimpembe qui avait mis son bras en opposition, qui avait montré son cul quand Dalot avait tiré il y a 2 ans avec Manchester au match retour, qui avait provoqué le penalty qui avait causé l'élimination. Là, c'est pareil. Il y a un moment donné, il y a une posture à avoir. Et pour moi, ça, c'est l'image un peu qui démontre la fébrilité parisienne en deuxième mi-temps. C'est ça, et c'est vraiment, c'est incompréhensible. J'ai du mal en refaisant le match, en revoyant les occasions, j'ai du mal justement à comprendre comment tout cela a pu être possible, parce que c'est quelque chose que Paris aurait dû gérer. Bah, c'est ça, et là, surtout que les 15 dernières minutes vont être très compliquées. On voit Foden prendre la balle et faire un numéro, à passer quasiment toute la défense, Ouais, mais exact. ça c'était Exact. très fort. Mais Ouais. Et honnêtement, j'ai eu peur du troisième but. J'ai eu peur du troisième but, et franchement, moi je pensais que Icardi allait rentrer, et moi je pensais que si Icardi rentrait, pour moi il allait faire la différence. et là Mais- on va Il y avait 10 contre 11, le PSG était à 10 contre 11. Hein. et là C'est ça, on va c'est ça, revenir. c'est ça. Là on va en revenir parce que 3 minutes après, Gay qui prend un carton rouge justifié avec un tac totalement non maîtrisé au-dessus de la cheville du talon de Gundogan. Et à ce moment-là, même pendant l'heure de jeu où Paris souffrait, on attendait peut-être des choix tactiques de Pochettino. Il y avait Sarabia, Draxler, Keane, Icardi sur le banc. Et au final, il a attendu les 10 dernières minutes pour faire quelque chose. Et Paris avait déjà perdu son match avant de faire ces choix-là. Est-ce que Pochettino ne s'est pas fait battre tout simplement par Guardiola sur ce match? Oui. Si, Et on oui. peut revenir, ça peut aussi nous amener au précédent match. Quelle était la stratégie de Pochettino sur les précédents matchs? Parce que, alors, collectivement, on était plutôt bon, mais on a surtout réussi grâce à des exploits individuels sur ces matchs. Le Camp Nou, l'Allianz Arena, on a surtout réussi sur des exploits individuels. Alors, quelle est la tactique de Pochettino? Qu'est-ce qui ressort justement du travail de Pochettino sur ces matchs de Ligue des Champions? Parce qu'on voit Guardiola, il a essayé de pas dénaturer son jeu. Voilà, on sait jouer comme ça, on va jouer comme ça. Guardiola, c'est un peu un scientifique qui aime toujours faire des expériences un peu, voilà, qui aime tenter des choses. Là, il est venu avec un système En tout qu'il cas, connaît hier- bien, son système. Ouais, Hier, il est bien il a système fait le bon choix. Hier, c'est le système qu'il utilise depuis le début de saison. C'est ça. Au moins, voilà. Il y a C'est ça. beaucoup de personnes qui se plaignaient de pourquoi il jouait comme ça. Il joue comme ça depuis le début de saison. Pourquoi vous voulez qu'il change? Non, C'est là, ça. je pense que ce qui a été un peu critiqué, c'est vraiment la gestion quand tu enchaînes autant de matchs, etc. Et également quand tu fais sortir Di Maria, qui a été le meilleur joueur offensif côté parisien, et que tu ne sors pas Neymar et Mbappé qui ont totalement raté leur match. C'est encore en fait Tourelle faisait la même chose. Mais surtout que Tourelle, attends, je termine, je te laisse après Rafik pour rebondir. Surtout qu'on reprochait à Tourelle de toujours préserver Neymar, Mbappé et toujours faire sortir Di Maria et les autres. Mais en final, Pochettino fait la même chose. Bah, en plus, on voit Mbappé
se toucher la cuisse, se toucher l'ischio. Il boitille par moment. Je pense que c'est devenu interdit de sortir Mbappé. Ah, en fait, c'est ça, c'est que ouais, c'est un peu la mode. Interdit, c'est depuis l'épisode de Tourelle, c'est devenu un interdit, je pense. Mais c'est grave quand même, Nams, d'en arriver là. Parce que si le joueur n'apporte pas satisfaction, si le joueur en plus fait que de jouer, si tu le sors à la 65-70e minute pour le bien de l'équipe, justement, c'est ce qu'on veut. On veut le PSG en finale Ligue des Champions. On veut pas forcément que Mbappé brille. Là, ça démontre tout simplement qu'un joueur est au-dessus du club. Et là, clairement, c'est le cas. Bah, on est dans ce football-là depuis quelques années. Je pense que dans les grands matchs, par exemple, Ronaldo, que ce soit à la Juve ou au Real, tu ne peux pas le sortir, même s'il est mauvais, parce qu'il peut te débloquer une situation. Mais si tu ne le sors pas non plus, et Neymar, on ne le sortait pas non plus au Barça. Parce que c'est comme ça, il y a des joueurs, tu sais que même s'ils sont mauvais sur un coup de génie, ils peuvent te transformer, ils peuvent te changer le match. Donc c'est pour ça que ces joueurs-là, on les sort pas. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis. Moi, je suis pour, entre guillemets, traiter les joueurs à la même enseigne, même si on sait que dans un effectif, dans une équipe, il y a forcément des joueurs qui ne seront pas traités à la même enseigne que les autres, parce que ce sont des joueurs spéciaux. Mais c'est vrai que c'est très compliqué pour les autres joueurs, parce que là, il y a des joueurs qui contre Lens, joueront, mais sauront très bien qu'ils ne joueront peut-être pas contre City, ils ne rentreront probablement pas en jeu. Donc après, c'est aussi compliqué de les garder concernés. Tenir concernés ces joueurs, ouais, c'est ça. Oui, voilà, donc c'est, au bout d'un moment, tu dois faire preuve de poigne. Si le joueur n'est pas bon, tu le fais sortir. Et tu fais rentrer un autre joueur. Peu importe ce qu'il va dire. C'est le club. On est là pour se qualifier, on veut gagner, on veut pas que le joueur marque ou brille, on s'en fout. Si Navas il monte et il met un coup du foulard ou un aile de pigeon chez Serge Rico marque en fin de match, moi je prends. Tu sais que Navas en est capable de mettre des coups de foulard. C'est ça le pire. Voilà, c'est ça. Donc nous on veut que l'équipe gagne, pas que les individualités soient chouchoutées. S'ils sont mauvais, ils sont mauvais et il faut les sortir. En tout cas, ouais, Rafik, tu voulais rajouter quelque chose? Après, je dis que c'est un interdit, mais moi aussi, je n'aurais pas sorti Mbappé. Je pense que le souci, il était surtout, en fait, il était surtout au milieu du terrain. Le PSG était incapable de ressortir le ballon. On va pas reprocher à Mbappé qu'il ne soit pas alimenté. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, Verratti devait jouer plus bas. Même s'il a disparu en deuxième mi-temps, moi je pense que le fait qu'il soit plus haut a participé au fait qu'il ait disparu en deuxième mi-temps. Il fallait mettre des joueurs qui étaient capables de garder le ballon en situation de pressing intense comme le fait City. Et pour moi c'était là la clé et on l'a pas réussi à garder ce ballon quand il fallait nous donner de l'air. Et voilà, City s'est installé et voilà, c'est fait. Et au final, moi je vais venir au top et flop de cette rencontre. Alors moi je vais donner mes tops. Côté parisien, il va y en pas avoir beaucoup. Moi côté top, je mettrai Marquinhos, ce qui est plus ou moins logique. Ouais, je mettrai également la première mi-temps du PSG qui a été vraiment très très bonne. La rentrée de Danilo qui a été intéressante mais qui n'a pas non plus été la plus remarquée. Et je mettrai également la première mi-temps de Gay. Alors je sais pas si vous partagez mon avis, mais... Oui, pour moi, ça se tient. Parce qu'après, il n'y a pas énormément de top d'un point de vue individuel à part Marquinhos. La première mi-temps a été vraiment très bonne. Donc, c'est vrai que c'est ce qu'on doit retenir de ce match-là, côté parisien. Et justement, je pense il y a des choses à gommer, justement. Donc, je pense qu'une certaine concentration. Et je pense il faudra vraiment tout donner physiquement, mentalement. Il faudra vraiment être très présent. Il faudra essayer d'asphyxier City, que ce soit en ayant le ballon ou en ayant des comptes très tranchants. Parce que je pense que Paris a été surpris aussi d'avoir le ballon de cette manière en première mi-temps, je pense. C'est ce qu'on disait, c'est que le PSG dans les matchs allés, alors moi je vais l'ajouter, et je le disais également par ailleurs, c'est que là le PSG va être un peu dos au mur au match retour et n'a pas l'habitude de ce côté à jouer à l'extérieur ses premiers matchs, à jouer en attaque rapide. On le sait que des joueurs comme Mbappé s'expriment mieux sur attaque rapide que sur attaque placée ou quand l'adversité a une défense resserrée. Mais en tout cas on y reviendra par la suite. Là on va passer au flop. Rafik, je vais te donner les miens. Moi déjà Pochettino je le mets en 1. Pochettino, je le mets en 1. Je pense que c'est vraiment le premier coupable de cette défaite. Verratti ne doit pas commencer le match et ne doit pas le commencer à ce poste-là, comme tu l'as dit. En flop, je vais mettre également Gay aussi parce que forcément, sa deuxième mi-temps, elle est pas du tout digne de son calibre et son carton rouge également.
Verratti également, mais c'est contre son gré, parce que pour moi il aurait pas dû débuter le match. Paredes aussi, hein, qui s'est fait bouffer par le milieu de terrain Rodri, Gundogan et De Bruyne. On est étonné en fait de ça en fait. Ah non, mais moi je suis pas étonné, je constate seulement. Après, c'est ma liste de flops. Florenzi, je sais pas si je peux le mettre dans les flops parce que il a pas été mauvais. Après, il a pas fait non plus un match transcendant. Par contre, Bakker, je le mettrais dans le sens où il avait vraiment pas le niveau. Il avait vraiment pas le niveau et le premier but, c'est pour lui aussi. On le sait, mais voilà, par exemple, est-ce que Kurzawa aurait fait mieux que lui? J'en doute un peu. Toi, Rafik, t'es d'accord avec cette liste de flops ou t'en as enlevé et rajouté? Non, moi je suis plutôt d'accord avec cette liste de flops. Juste dans les tops, j'aurais ajouté quand même Di Maria en individuel. C'est vrai. Il a fait des choses individuellement qui étaient fortes. Il est à l'origine du corner, son petit pont, il est à l'origine du. En fait, il tentait des choses. C'est ça qui était bien. C'est vraiment, il jouait, il voulait vraiment taper City. Il voulait taper City. Il était là pour taper City. Et je mettrais aussi Neymar en flop. Vraiment, Neymar, je le mets en flop parce que il était dans ce. J'avais dit au dernier épisode que des fois Neymar, il peut être dans un mood un peu sbeuleur. Là, il était totalement dans ce mood-là. Voilà, c'est ce mood. Il était en mode service du collectif. Je ne sens pas service du collectif. Il est en mode push it up. Exactement. Il est pas push it up. C'est ça. Et Mbappé aussi. Mbappé qu'on peut mettre en flop, hein, parce que c'est vrai que là, pour le coup, tout le monde parlait déjà. Alors moi, ça m'énerve de donner des ballons d'or au mois d'avril. Mais tout le monde parlait de potentiel ballon d'or. Là, clairement, il avait pour moi, ça bouge. Honnêtement, pour moi, ça bouge pas concernant Mbappé. Ça reste un potentiel ballon d'or, mais c'est vrai comme. Oui, bien sûr. Mais là, il a pas répondu. Après chaque match, voilà, c'est vrai que après chaque match, ça change. C'est ça. Par exemple, là, les gens enlevaient Lewandowski parce qu'il a été éliminé. Enfin, faut pas abuser dans ce cas-là. Je sais pas. Il peut rater un match, hein. Il peut rater un match, Mbappé. C'est ça. Bien sûr. Si on suit cette logique, on donnera peu importe le finaliste. Je sais pas, moi, si j'ai par exemple Rudiger et marque en finale de la Ligue des Champions, ben il sera dans les candidats parce qu'il a marqué. Enfin, la Ligue des Champions a pris trop d'importance par rapport aux autres compétitions et au jugement des joueurs. Oui, c'est ça. Et ça, c'est grave parce que je pense que sans les championnats nationaux, justement, c'est le gagne-pain principal. Ah oui, c'est là où il y a plus de matchs, c'est ce qui leur permet d'aller en Ligue des Champions. Donc, faut pas oublier les championnats. Ouais. Donc, je pense que on est dans une époque où voilà, on exagère un peu beaucoup à ce niveau-là. Ouais, donc, mais c'est vrai qu'il y a un gap qui s'est creusé entre la considération entre la Ligue des Champions et les championnats nationaux. Avant, tu gagnais une Ligue des Champions, c'était coef 10. Tu gagnais un championnat national, c'était coef 6. Maintenant, la LDC, c'est coef 25 et gagner coef 2. Et on dirait t'as validé. Vraiment, tu gagnes la Liga, par exemple, on dirait t'as validé éducation civique. Genre, c'est coef 1, genre, c'est comme ça, genre, vraiment, c'est. Ah, c'est ton stage de troisième. On dirait, c'est l'AES, on dirait le truc là que tu valides, là, quand t'es, c'est pas l'AES, c'est le truc là. Non, la journée quand tu vas des trucs de l'armée, là, ta journée d'appel. Il y a la journée d'appel et il y a aussi le pour passer le permis, t'as besoin t'as un petit permis. La SSR. C'est ça, vraiment, c'est incroyable. Ouais, non, mais ouais, dans tous les cas, bon, ça, on en reparlera dans d'autres sujets, notamment avec les libéraux à qui on passe un coucou, évidemment. Du coup, avant de passer au pronostic avec le partenaire Betclic pour PSG Lens qui arrive demain à 17h, comment vous voyez ce match retour? On en reparlera dans un prochain podcast qui sera diffusé lundi. Le match retour contre City ou le match retour contre City en un mot, hein, on va débriefer dans un autre podcast, mais vous voyez Paris se qualifier ou pas? Là, chaud comme ça. Oui. Toi, tu vois, Rafik, tu les vois passer ou pas? Non, vraiment, je les vois pas passer. Moi, je vais vous dire, clairement, je suis souvent optimiste. Là, je vois même Paris perdre son match retour. Je développerai dans le prochain podcast, mais je vois Paris même perdre son match retour et j'expliquerai pourquoi. Et je veux d'abord aussi voir le match contre Lens pour voir si mon pronostic tient toujours. Mais là, à chaud comme ça, j'espère me tromper, mais on verra bien. Pour terminer le podcast, messieurs, donc PSG Lens pour la 35e journée. On se rappelle que Lille a gagné à Lyon et qui garde son trône. Et ça va faire peur là parce que Paris a d'autres choses à penser. En fait, il a
il peut tout perdre hein, sur ce mois de mai, aussi bien la Ligue 1 que la Ligue des Champions. Et il va pas falloir fébrile. Oula, je perds mon français. Être fébrile, pardon, contre le cinquième ou Ou sixième. faiblir. Oui, ou faiblir, oui. Là, c'est la fatigue. Faiblir contre une équipe qui n'a pas perdu depuis fin janvier. Donc, ça fait 3 mois que Lens n'a pas perdu, qui est encore en course pour les places pour l'Europa League. Et là, ça va être un match compliqué, surtout avec un ancien Titi parisien, Kalimundo, qui aura à cœur de montrer qu'il a parfaitement sa place pour la saison prochaine pour le PSG. Donc là, les gars, je vais vous demander vos pronostics pour ce match. On ne sait pas encore quelle est l'équipe qui va démarrer sur ce match. Je donne les cotes hein, pour le résultat du match. Donc 1,34 pour la victoire du PSG, 5,70 pardon le nul et 7,85 Lens. Donc là, vous voyez quoi comme résultat, les gars? Je commence par toi, Nams. Victoire du PSG. 1,34 et toi, Rafik, pareil? Pareil, victoire du PSG. Moi, je vois 1-0, mais genre dans la douleur. 1-0 Moi, les gars, je vois match nul. Hein. 5,70. Moi, franchement, les auditeurs, je pense que le Paris va vraiment être dans la tête, vont vraiment être focus pour le match de mardi. Et Lens fait énormément de matchs nuls. Lens, hein. J'ai du mal à y croire. Je pense que malgré tout, en termes de confiance, aller avec tout autre résultat, aller à Manchester avec tout autre résultat qu'une victoire serait un peu rajouterait une énorme pression et serait aussi handicapant pour la suite de la fin de saison à venir. Là. Ce serait handicapant, donc je pense que parce qu'en plus Lens, faut le dire, Lens est un promu, hein. Lens est un promu et 5e. Lens a gagné et Lens a gagné Paris au match aller aussi. C'est ça, ça me rappelle. C'était un pari. Oui, il y avait pressé. C'est ça. Et ce Lens me rappelle son voisin lillois de 2000 qui avait été champion en 2000 et qui avait été 3e en 2001 et qui s'était qualifié contre Parme en Ligue des Champions. Donc bon, on va faire un Lens très dangereux, sans pression. Qui vient de gagner et qui vient de gagner contre Nîmes à domicile, qui a tenu un échec avec panache, la victoire. À 10, c'est ça, avec panache. Donc je pense que Paris gagnera, mais ce sera très étriqué, très compliqué. À l'extérieur, le dernier match de Lens, hein, je rappelle aux auditeurs, c'est un nul à Brest, mais c'est un nul, c'est une victoire à Strasbourg, c'est une victoire aussi à Saint-Etienne. Donc à l'extérieur, Lens se déplace vraiment bien, marque beaucoup, encaisse aussi des buts, mais marque beaucoup. C'est pour ça que je joue aussi un match nul avec des buts. On viendra pour les paris buteurs, messieurs. Moi, je vais vous donner mon pari buteur. Moi, les gars, franchement, on est le Paris Saint-Germain, on se connaît. Les ex, ils aiment bien marquer contre nous. Arnaud Kalimundo, une cote à 4. Moi, clairement, s'il y a un match nul avec des buts, Kalimundo n'échappera pas à l'exception. Donc, pour moi, je mettrais Kalimundo buteur. Et pour vous, vous voyez quoi? Moi, moi, je ne mets pas Icardi, mais s'il joue, Sarabia. Donc Sarabia buteur. Alors, je vais vous dire la cote de Sarabia buteur. 2,71 quand même, c'est intéressant, même si... Ça va. Que 2,71 Sarabia? Ah, mais bon, Paris est gros favori. Hein. Ah ben, on dirait Sarabia, il joue 9, il a mis 8 buts cette saison. Non mais ça va, 2,71 c'est quand même pas mal. Hein. Ça va. Et toi, Adam, tu vois qui comme buteur? Icardi, bon. Icardi 1,97. C'est vrai que c'est pas mal. Et lui, pour le coup, il a plus de chances de marquer s'il est titulaire. C'est vrai que moi je suis assez ambitieux, hein. Je suis dans des cotes à 5,70 pour le nul, des cotes à 4 pour les buteurs. Pour les paris fun, les gars, là, vous allez devoir vous mouiller un peu. Vous allez donner quoi comme des paris pour faire gagner de l'oseille là? Moi je vois Paris 1-0 à la mi-temps et Paris gagne. Paris 1-0 à la mi-temps. Donc Paris début de match et Paris fin de match, ou Paris qui gagne la première mi-temps et nul à la fin du match? Paris qui gagne 1-0 à la mi-temps et qui gagne le match. Alors moi j'ai pas cette cote là. Moi j'ai une cote où Paris gagne à la mi-temps, mais le score de la deuxième mi-temps est nul, donc c'est une cote de 16. Et Paris qui gagne ses deux mi-temps. Ah non, excusez-moi, ça c'est si le score final est nul. Si Paris gagne à la mi-temps et gagne le match, c'est 1,58. Après, pour ton pari, j'ai pas. Ouais, c'est ça, moi. C'est pas si fun que ça. Ouais, voilà. Je sais pas, moi, je vois le score. De quoi? Le score 1-0 pour moi. Le score 1-0. Alors, le score 1-0, je vais. Les scores, alors je vais vous dire ça. 1-0, score exact. 7,60, ouais. 7,60 hein, quand même, 1-0 pour Paris. Moins 1,5 et Paris gagne. C'est pareil ou c'est moins? Ouais, ça doit pas être énorme. Alors, je sais pas, mais en tout cas, toi, tu vois. Pour faire bref, tu vois Paris. C'est 1-0 Paris en fait. Ouais, je vois. Bah, déjà, le nombre de. Alors, en nombre de buts, le moins 1,5 buts, c'est 5 la cote.
Donc je pense que Paris avec moins 1,5 but, c'est une cote à 6 quelque chose. Donc c'est intéressant. Ouais. Ouais, donc ça c'est vrai que ça peut être pas mal. Ok. Bah écoutez, on verra bien. J'espère. En tout cas, j'espère me tromper pour tous mes pronostics. Je suis assez pessimiste là, je vous l'avoue, mais je sais pas pourquoi. Je sens que il va se passer des choses et je pense qu'on est au début de nos surprises parce qu'il y a des joueurs qu'on attend justement en termes de prolongation de contrat. On a vu que Keylor Navas avait prolongé, ça c'est une bonne nouvelle. Di Maria l'a fait aussi. Ce mois de mai va être charnière pour la suite et la fin de saison forcément et aussi pour la saison prochaine. Et on y reviendra. Donc merci à vous d'avoir été là. On se retrouve bientôt et j'espère que Paris va gagner ce match contre les 100 et or. Il est monté de tête. Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.